Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La conférence de presse de Cheikh Diop, adjoint au maire de la commune de Pikine au Sénégal. Une conférence donnée ce 25 janvier en soutien à Ousmane Sonko, le leader de PASTEF qui 3 jours plus tôt était lui aussi face à ses partisans à Keur-Massar. Le discours de politique générale du Premier ministre gabonais Alain-Claude Bilibinzé. Le chef du gouvernement s'est adressé aux députés ce 24 janvier. Organisation des élections générales et lutte contre la corruption étaient notamment au cœur de son discours. Et puis la défaite du Cameroun face au Niger dans le cadre du Tchad qui se joue actuellement en Algérie. Les Lions indomptables manquent ainsi leur qualification pour les quarts de finale. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, nouvelle tension diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce mardi 24 janvier, les autorités rwandaises ont de nouveau accusé Kinshasa d'avoir violé leur espace aérien. Des accusations énoncées par Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais. Selon ces termes, un Sukhoi 25 a violé pour la 3e fois l'espace aérien rwandais. L'incident se serait produit dans le district de Rubavu, situé dans la province de l'Ouest. Des accusations similaires avaient été portées par Kigali à l'encontre de Kinshasa en décembre dernier. Des accusations qui viennent envenimer les tensions entre les deux pays liées à la crise sécuritaire dans l'Est congolais, où le mouvement du 23 mars sème la terreur. La République démocratique du Congo accuse en effet le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Nous sommes plus que jamais déterminés à faire résistance. Ce sont les mots prononcés ce 25 janvier par Cheikh Diop, adjoint au maire de la commune de Pikine au Sénégal et membre du PASTEF. Face à la presse, il a manifesté son soutien en faveur du leader du parti, Ousmane Sonko, le maire de Ziguinchor, qui est dans le collimateur de la justice dans le cadre de l'affaire Sweet Beauty, affaire pour laquelle il avait été arrêté en 2021 après une plainte pour viol et menaces de mort déposées par une salariée d'un salon de massage à Dakar. Le 17 janvier dernier, la justice a émis une ordonnance de renvoi de l'opposant devant un tribunal criminel. En signe de protestation, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 avait organisé le 22 janvier un meeting à Keur-Massar. Écoutons Cheikh Diop, adjoint au maire de la commune de Pikine. Nous sommes témoins de tous les jours d'arrestations, de meurtres, de civils, mais encore plus loin, du corps de l'armée. Et ça, c'est grave. Ça, c'est trop grave. Nous sommes témoins également du rapport de la Cour des comptes concernant les forces Covid. Nous sommes témoins de ces arrestations partisanes. Nous sommes témoins de toutes les injustices que nous vivons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas parler de ce contexte sans pour autant parler de l'injustice qui est infligée à notre parti PASTEF, les Patriotes, qui date depuis la création de notre parti en 2014. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal a franchi un autre cran d'injustice, de calomnie, notamment la tentative de liquidation de notre leader, Ousmane Sonko. Cela ne passera pas. Nous sommes plus que jamais déterminés à faire résistance. Nous sommes plus que jamais déterminés à épouser le pacte de Keur-Massar que nous venons de signer. Nous sommes plus que jamais déterminés à barrer la route à cette machine étatique de Macky Sall. Donc aujourd'hui, le département de Pikine est debout pour dire non. Non à la 3e victime. Et je vous rappelle, il y a des gens qui nous disent aujourd'hui de faire confiance à la justice. Nous voyons tous les jours l'injustice. Le cas de Khalifa Sall en est un exemple. Le cas de Karim Wade en est un exemple. Amener de candidats potentiels à l'abattoir. C'est fini dans ce pays-là.
notre leader ne sera jamais cette troisième victime. Aujourd'hui, on ne parle même pas de troisième victime. Nous disons en même temps non à la troisième candidature. Le chiffre 3 est interdit ici, au Sénégal. Dans l'actualité également, 4 027 milliards de dollars, c'est le montant qu'ont atteint les transferts de fonds de la diaspora kenyane en 2022, des données divulguées par la Banque centrale du pays. Ces chiffres ont connu une augmentation de 8,34% par rapport à 2021, un montant notable puisqu'il dépasserait l'ensemble des recettes d'exportation totalisées par le pays. Notons par ailleurs que la diaspora kenyane se chiffrerait à plus de 3 millions de personnes. Au Gabon, le nouveau Premier ministre, Alain-Claude Bilibinze, a prononcé ce mardi devant les députés son discours de politique générale. Un discours qui intervient plus de 2 semaines après sa nomination. Quels sont donc les grands axes de son programme ? Lutte contre la corruption et développement des infrastructures figure notamment sur la liste. Autre point prioritaire, l'organisation des élections générales prévues cette année. Séverin Ndouke. Sur lequel j'entends fixer. Le nouveau Premier ministre gabonais a prononcé son discours de politique générale ce 24 janvier 2023 à l'hémicycle du Palais Léomba devant les députés. Nommé Premier ministre et chef du gouvernement le 9 janvier 2023, a décliné son cahier de charges devant les députés dont il doit s'attirer la confiance. Parmi les grands axes de son programme, l'organisation prochaine des élections générales dans le pays. Pour la première fois, 3 élections vont se tenir de manière simultanée, la présidentielle, les législatives et les élections locales. Un challenge que le Premier ministre qualifie de défi majeur qu'il doit aborder avec sérénité. Il s'agira d'un défi majeur lancé à la classe politique dans son ensemble et aux citoyens gabonais en général. Par sa tradition de paix et de stabilité, notre pays doit aborder ces échéances avec sérénité, car le Gabon que nous aimons, le Gabon est notre destin commun et le Gabon est notre avenir. Le renforcement de la lutte contre la corruption, la surfacturation, la hausse de la collecte des recettes et la vie chère, la réfection et l'extension du réseau routier, des hôpitaux ou encore de nouvelles salles de classe sont entre autres orientations et priorités que le ministre a inscrits à l'ordre des chantiers de son gouvernement. Mon gouvernement renforcera les mécanismes de collecte des recettes publiques, tout en s'attelant à une gestion pluriannuelle des projets d'investissement par le recours à une programmation triennale. Nous maintiendrons également le dialogue avec nos partenaires multilatéraux à qui nous présenterons les axes majeurs de l'orientation sociale que nous donnons à notre action publique. Le Gabon jouit d'un fort potentiel économique grâce notamment à d'importantes ressources naturelles et une économie fortement tributaire du secteur pétrolier dont il est le 8e producteur continental. Mais le pays doit faire face à l'inflation et à la montée du chômage. Selon la Banque africaine de développement, le chômage était estimé à 20,5% en 2020, exacerbant la pauvreté estimée à 33,4% en 2017. L'actualité, c'est aussi la signature d'un accord de paix au Niger, un texte signé entre les différentes communautés de la préfecture de Bani Bangou, située dans la région de Tillabéri à l'ouest. Après 2 années de médiation entreprise notamment par le Centre pour le dialogue humanitaire, l'accord a été scellé à l'occasion d'un forum organisé en présence de plusieurs personnalités. Le ministre de l'Intérieur y a notamment pris part. Ce texte vise à mettre fin à plus de 20 années de tensions causées entre autres par la gestion des ressources naturelles et du pâturage. Des tensions qui s'étaient par ailleurs accentuées en raison des attaques terroristes. L'organisation de ce forum a aussi été l'occasion pour les communautés d'adresser un message au gouvernement. Elle sollicite en effet l'aide de l'État pour la reconstruction des villages notamment. L'actualité sportive à présent avec le championnat d'Afrique des Nations de football qui se joue actuellement en Algérie. La liste des équipes qualifiées pour les quarts de finale est désormais connue. Une liste sur laquelle ne figure pas le Cameroun. Les Lions indomptables se sont inclinés ce 24 janvier face au Niger sur un score de 1-0. Compte rendu de cette rencontre avec Séverin Ndouke.
Grosse désillusion pour les Lions indomptables qui sont passés à côté de la qualification en quart du CHAN Algérie 2022. Ils ont été battus sur le plus petit des scores par l'inattendue équipe des MENA du Niger, 1-0. Partis pourtant favoris, 3 points au compteur, les Lions indomptables avaient juste besoin d'un nul pour se qualifier. Hélas, ils pêchent par un manque de lucidité et d'efficacité face à la cage de Djibrila Kassiladibo avec une multitude d'occasions manquées. L'élimination précoce du Cameroun peut s'expliquer de plusieurs manières. Déjà, le temps de préparation. 10 jours de préparation. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas assez. On veut faire bonne figure dans une compétition. Le staff technique, il faut le dire, c'est un staff qui n'est pas assez expérimenté. Ça s'est ressenti dans la gestion du match, notamment cette décision de la 61e minute qui fait que Simé entre à la place de Diawal qui était averti. Le coach certainement a eu peur d'un carton rouge et a décidé de faire ce remplacement. Et c'est Simé qui entre et cause la faute qui occasionne ce but qui élimine le Cameroun aujourd'hui. La phase des poules est ainsi bâclée. Le Niger complète le compte des qualifiés en quart, aux côtés de l'Algérie, du Sénégal, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Mozambique et de Madagascar. Au terme de 21 rencontres jouées et 40 buts inscrits, la phase de poule aura révélé de belles surprises, à l'instar de la prestation de Madagascar, le novice de la compétition, qui a étonné par ses performances. Une équipe qui, à sa première participation, réussit à terminer leader de la poule. Et cette équipe tire un épingle du jeu. Bon, maintenant, avec la phase d'élimination directe, ça sera une autre paire de manches parce que les équipes l'ont peut-être abordé un peu avec moins de considération. Actuellement, les équipes qu'elle va rencontrer vont l'aborder en sachant qu'elle est capable de produire le jeu, qu'elle est capable de faire quelque chose. Et on aimerait bien voir cette équipe malgache évoluer sous cette autre configuration-là. Au menu des rencontres des quarts de finale, Algérie-Côte d'Ivoire et Sénégal-Mauritanie le 27 janvier 2023, suivi des rencontres Madagascar-Mozambique et Niger-Ghana le 28 janvier 2023. Portrait à présent de Francis Ngannou, le champion camerounais d'arts martiaux mixtes n'est désormais plus sous contrat avec l'UFC. L'athlète a décidé de se lancer dans la boxe anglaise. Il envisage en effet de défier le boxeur britannique Tyson Fury. On fait le point avec José Douglas. Francis Ngannou est né à Batié, au Cameroun. En 1986, exerce dans les arts martiaux mixtes. Il s'est imposé à 6 reprises avant la limite sans jamais être défait. Après une enfance difficile et le divorce de ses parents, il a travaillé durement dans une mine de sable. Champion du monde des lourds en MMA de l'UFC, Ultimate Fighting Championship, Francis Ngannou a décidé de quitter la plus grosse ligue mondiale de MMA car il est en bisbille depuis des mois avec l'organisation et après avoir été opéré avec succès en 2022 du genou, il a livré son dernier combat le 14 janvier 2023. Il aime la boxe, il a envie de gagner plus et c'est un bon moyen certainement pour lui de peut-être perdurer, avoir une carrière autre et surtout de remplir ses poches parce que c'est pas les mêmes bourses en fait que l'on peut avoir dans la boxe que dans le MMA. Dana White, le patron de l'UFC, l'a libéré pour des problèmes d'argent, pas assez bien financés. Et d'après ce qu'il affirme, je cite, « Nous avons négocié avec Francis pendant plus de 2 ans. Nous lui avons fait un contrat qui aurait fait de lui le poids lourd le mieux payé de l'histoire de l'organisation. Il a refusé. » Ceux qui connaissent bien le champion camerounais nous apportent quelques témoignages. C'est son choix, il a raison. S'il décide de faire ça, c'est qu'il a peut-être fait le tour après avec l'UFC. Je le soutiens et j'espère que ça va le faire. Donc, voilà. Le dernier combat de Ngannou lui a rapporté une bourse de $600 000, soit 560 000 €. 36 ans, grand ami de Mike Tyson, qui le conseille déjà. Ngannou veut défier les plus grands. Tyson Fury, le meilleur boxeur poids lourd du monde, qui l'attend de pied ferme. Ça reste toujours dans l'esprit de guerrier, d'affronter les meilleurs, donc franchement, on ne peut qu'applaudir ça. Francis Ngannou, qui a monté sa fondation à but non lucratif pour fournir aux enfants du Cameroun les compétences nécessaires pour élargir leur domaine et réaliser leurs rêves. Quant à lui, son nouveau rêve est de battre l'Anglais Tyson Fury, une autre étape de sa vie, mais ce combat s'annonce plus qu'explosif. Alors, il faudra vraiment s'éloigner du ring si vous êtes sensible.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.